Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en évolution professionnelle et je te partage ma méthode pour construire ta carrière. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu tous les jeudis sur LinkedIn, YouTube et Twitch, avec des tutos, des conseils et surtout plein d'invités inspirants. Je te souhaite une très bonne écoute. Et voilà, ça y est, nous sommes en direct, Julie. Bonjour Alban. Salut, bienvenue au micro de Trouver sa voie, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler de ressources humaines, de coaching, de RH et de DRH. Je vais te laisser tout le champ pour pouvoir te présenter, mais avant ça, je vais faire un truc pas très poli, c'est que je vais faire l'intro un peu du podcast. Remercier toutes les personnes qui suivent Trouver sa voie depuis maintenant un petit moment. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, je voulais vous remercier parce qu'il commence à y avoir vraiment un phénomène de boule de neige et c'est cool. C'est très motivant, il y a du feedback et tout. Donc voilà, je vais pas m'apesantir, mais vraiment merci, que ce soit sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify. C'est vraiment chouette de voir la dynamique qui se crée. Et voilà, donc merci pour les feedbacks. Et voilà, j'ai déjà trop parlé. Julie, on est là pour que toi, tu puisses nous parler des ressources humaines aujourd'hui, des enjeux d'être notamment une femme RH aujourd'hui. Écoute, le plus simple, c'est que tu te présentes voilà, par toi-même, si tu es OK. Donc moi, c'est Julie Souchard, comme vous pouvez le voir, sur la bannière en dessous. Ah oui, j'ai mis un petit bandeau déroulant en dessous. Ouais. On ne peut pas louper. Donc en fait, donc je suis coach professionnel et en fait, j'accompagne les femmes RH en fait, à prendre confiance en elles, à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Pourquoi j'accompagne les femmes RH? C'est parce qu'en fait, moi-même, j'ai été une femme RH pendant plus de 15 ans. Et donc du coup, quand j'ai eu une révélation, là, je me suis lancée dans le coaching et je me suis lancée à mon compte. Ça a été assez évident qu'il fallait que je m'adresse déjà à des personnes que je connais, que je peux comprendre. Quand on est une femme RH, c'est pas forcément simple. Donc voilà, donc du coup, c'est comme ça que j'ai décidé d'accompagner ces personnes. Ouais, déjà, ça pose un truc un peu à la base, c'est il y a des RH femmes, des RH hommes. Les deux, sans doute, ont les mêmes problématiques par rapport à la fonction qui évolue. On va en parler pas mal. Toi, tu t'es spécialisée auprès des femmes. J'imagine qu'il y a peut-être une histoire aussi de légitimité, de compréhension des enjeux. Mais déjà, tu fais une différence, toi, à ce stade, entre être une femme ou pas aujourd'hui, dans cette fonction? En fait, si on regarde factuellement déjà juste ce qui se passe dans les entreprises, alors déjà, la fonction RH est occupée majoritairement par des femmes. Donc, on a à peu près 80%, je crois, de femmes dans les ressources humaines, donc c'est assez énorme. Et quand on regarde, par exemple, les postes de DRH dans les plus grosses boîtes, bah là, on descend à 50%. Donc voilà. Donc derrière, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'interviens beaucoup sur la thématique de la confiance en soi, parce que c'est souvent lié quand même. Bien sûr, il y a des causes externes aussi, mais il y a beaucoup de causes internes qui font que voilà, il y a beaucoup de femmes qui vont pas oser s'affirmer dans leur fonction en fait. Si on devait présenter un peu ton activité de façon simple, j'imagine que c'est au cas par cas, chaque cliente, chaque coaché a sa propre problématique, mais au fond, tu fais quoi comme type d'accompagnement aujourd'hui? En fait, donc j'accompagne via le coaching. Alors moi, j'ai une double formation. J'ai une formation très classique en coaching. J'ai mon accréditation ICF, donc la Fédération internationale de coaching. Et à côté de ça, je suis formée en Soul coaching, donc c'est du coaching spirituel. On pourrait dire que c'est un peu... Et en fait, voilà, je me sers des deux en même temps. Et du coup, moi, j'ai créé en fait un programme pour aider les femmes RH à prendre confiance en elles. J'ai essayé de créer quelque chose que j'aurais aimé trouver, moi, à l'époque. Mais du coup, je leur fais gagner du temps. Parce que du coup, j'ai beaucoup expérimenté. J'aime bien expérimenter. J'ai beaucoup lu. Voilà. Mais avec toujours cette frustration de beaucoup de théories, mais peu d'outils concrets derrière. C'est-à-dire que si je prends la problématique de la confiance en soi, oui, il faut s'aimer, il faut être bienveillant avec soi-même, etc. Ok. Et on fait comment concrètement? Et souvent, on n'a pas la réponse. Donc là, moi, j'ai dans ce programme-là, j'ai mis un peu tous les outils que j'avais pu expérimenter et qui fonctionnent. Et donc, il y a ce programme en auto-coaching
qui est couplé avec des séances de coaching collectives et ou individuelles en fait. Ok, merci. Je mettrai les liens vers ton site et vers ce que tu proposes en description parce que ça peut être utile pour des personnes qui nous écoutent. Quand on s'est rencontrés et puis quand je t'ai redemandé, et là tu viens de le redire, l'enjeu, ça semble être en grosse majorité des questions de confiance en soi. On n'est pas complètement dans la question de cet épisode d'aujourd'hui, qui est est-ce qu'il faut se lancer quand on cherche un métier humain, mais je trouve ça intéressant parce que ça répond déjà un petit peu quand même à un bout de la question. C'est quoi l'enjeu en fait d'avoir ou de ne pas avoir confiance en soi en tant que RH aujourd'hui, notamment pour une femme, mais même tout court. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il y a des enjeux de confiance en soi plus que dans d'autres fonctions peut-être Alors je sais pas plus dans cette fonction, mais c'est vrai que du coup cette fonction je la connais bien, mais je pense que c'est un impact, je pense pour tout le monde, le manque de confiance en soi. Mais c'est vrai que dans la fonction RH, c'est une fonction qui est très dense. Ça veut dire que il y a énormément de missions différentes. On va intervenir auprès de plein de personnes. On va avoir beaucoup d'interlocuteurs différents, des niveaux relationnels différents à gérer. Donc, c'est très dense. On a une charge mentale très forte. Et en plus, si on manque de confiance en soi, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un niveau d'exigence envers soi-même qui est énorme. On va avoir tendance à être un peu perfectionniste. On va s'épuiser beaucoup. On va souvent pas oser être soi-même, pas oser s'affirmer. Donc, quand on a un poste de RRH ou DRH, c'est quand même important de pouvoir s'affirmer auprès notamment de la direction dans certaines situations. Et parfois, ça, c'est compliqué. Ok, donc tu as une question d'affirmation, de posture. J'ai un peu l'image, je connais pas bien cette fonction, tu vois, mais j'ai un peu l'image entre le marteau et l'enclume parfois. Être très exposé avec pas forcément toujours les coups des franches pour déployer telle politique. J'ai l'impression que la fonction RH, mais on va y venir, c'est la fonction qui prend de plein fouet les décalages entre un discours corporate ou un discours de la gouvernance et la réalité des équipes derrière, et que c'est là que va se cristalliser un peu l'attention. Merci en tout cas pour ces éclairages. Si on va dans le vif du sujet, j'imagine, c'est un peu ce qu'on s'était dit en off, qu'il y a pas mal de tes clientes et pas mal de femmes qui se lancent dans cette carrière par souci d'aider, de travailler dans l'humain. Qu'est-ce qui fait qu'on en parle, tu vois? Pourquoi c'est un sujet et qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver sur un boulot qui est moins humain qu'on imaginait, ou voilà, où est le problème en fait? S'il y en a un, bien sûr. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça, mais c'est vrai que, en tout cas, moi, je l'ai remarqué. Ça m'a marqué en fait justement parce que toutes les personnes justement qui venaient vers moi, qui n'étaient pas forcément bien dans leur poste RH. Bien sûr, il y avait la problématique de confiance en soi, mais pas que. Très souvent, à chaque fois, je leur demande pourquoi les ressources humaines. Et franchement, 95% du temps, j'ai la réponse aider, accompagner. Pour avoir quand même occupé beaucoup de postes RH, le volet accompagner, aider, il est il est faible en fait. Il y en a qui vont entendre juste à l'audio. Ce que Julie est en train de nous faire, c'est le signe tout petit là. Pardon, oui. En fait, oui, pardon. Non, il est très faible, quoi. Okay. Voilà. Alors après, bien sûr, vous allez me dire, ça dépend des sociétés, des postes, mais quand même, de façon générale, il est faible. Et souvent, il y a une frustration. Voilà, il y a une frustration. Donc, c'est vrai que si on vient dans les ressources humaines, enfin, si notre unique motivation, c'est d'aider et d'accompagner, ça va être compliqué à un moment donné, je pense. Après, quand on parle d'humain, d'un métier humain, oui, c'est un métier humain. Par contre, si on vient pour les relations humaines, c'est pour ça que parfois il faut préciser les choses. Si on vient pour les relations humaines, là, on est servi. La dimension relationnelle, elle est très forte. À la base, je voulais travailler dans le domaine sanitaire et social. Donc moi, clairement, le aider, accompagner, il était bien, bien présent. Et j'ai quand même été, on va dire, nourrie par ce métier, mais pour d'autres raisons. Justement, la dimension relationnelle, qui est très forte. La dimension aussi, action. Pour moi, c'est vraiment une fonction où on est dans l'action, où on ne s'ennuie pas, clairement. Et je trouve, souvent les gens sont un peu surpris, mais je trouve que c'est une fonction qui demande aussi beaucoup de créativité. Tu la situes où, toi, la créativité Parce que j'ai l'image aussi
d'une part un peu sociale au sens administratif, gestion juridique, etc., qui rime pas trop, tu vois, pour moi, avec la créativité. Tu la situes où, toi, les petits pas de côté qu'on peut faire, la marge de liberté, tu vois? Alors oui, le volet administratif, tu as complètement raison, il est assez présent. Alors ça, par contre, ça peut vraiment varier selon le poste que tu occupes. Il y a vraiment des postes... moi, je me souviens quand j'avais pris un poste de responsable formation, j'avais été très surprise justement de la place administrative quoi, dans le poste. Après, je pense que c'est aussi propre à chacun, hein, mais pour moi, je trouve que les RH, c'est un terrain de jeu énorme. Ça veut dire qu'on peut, pour moi, on peut mettre en place plein de choses, on peut créer des choses. Et quand on a la possibilité de le faire, hein, c'est toujours pareil, il y a aussi l'entreprise dans laquelle on est, franchement, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Ça n'empêche pas que la partie administrative elle va être toujours un petit peu présente, mais après, c'est pareil, hein, ça c'est encore un autre sujet, mais je pense qu'on peut arriver à optimiser certaines choses. Et quand on a vraiment envie, mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est propre à chacun, hein, quand c'est vraiment quelque chose qui nous fait vibrer, on va trouver le temps pour le faire et on va le faire. Voilà. Moi, je sais que je suis toujours allée, par exemple, dans des entreprises en fort développement parce que je savais qu'il y aurait des choses à faire, des choses à créer. Tout ce volet-là m'a beaucoup nourri et a comblé pendant longtemps, finalement, ce volet. Alors, accompagner, aider, en fait, c'est pareil, hein, j'arrivais à créer des choses aussi qui me permettent par exemple, de recevoir des collaborateurs pour pouvoir les accompagner. Voilà, mais c'était en plus, on va dire. En fait, dans ce que tu dis, ça m'évoque quelque chose. Je te le partage et puis tu réagis si je suis à côté de la plaque ou pas. Mais quand tu vois que moi, quand j'accompagne en évolution, orientation, au placement, bilan de compétences, tu as des tests qui font parfois ressortir un profil qu'on appelle social. C'est un profil qui repose sur deux volets. D'un côté, tu as un volet relation sociale, extraversion, entre gens, capacité à être en réseau, à travailler en mode pieuvre avec plein de services et tout. Il y a des gens qui ont ça. Et d'autres qui ont le volet social du social, c'est vraiment aider, accompagner, comme tu l'as dit. Et dans ce volet-là, il y a un peu deux niveaux, j'ai l'impression, de aider, accompagner. Il y a un niveau aux premières lignes. Je vais être infirmière, je vais être coach, je vais être thérapeute, je vais être formatrice. Je descends dans l'arène, je suis sur le terrain, je suis dans le cœur du métier de aider, accompagner. Et puis, tu as d'autres personnes qui se disent non, moi, ça me touche énormément, mais moi, je vais être la personne qui va développer une application, qui va permettre de... Je suis la personne qui va créer la structure ou qui va créer l'organigramme qui permettra de... Et qui vont être en deuxième ligne, entre guillemets, leur impact sera indirect. Dans ce que tu dis, j'entends que la fonction convient à des personnes qui cherchent à apporter du changement positif, aider, accompagner, à la limite, de façon presque indirecte. Oui. Mais j'ai peut-être mal saisi le truc, ou tu vois, j'entends un peu ça. Si, et moi, en fait, la différence que je fais, et enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pris conscience, moi, donc justement, entre guillemets, à la fin de ma carrière RH, ce qui me manquait, justement, c'était le accompagner individuellement. Et pas, voilà. Et c'est vrai que quand on travaille dans les RH, on fait du collectif. Et c'est ce que tu es en train de dire, en fait. On fait du collectif. Alors, ce qui peut être aussi super, enfin, tu vois, ça peut être aussi super intéressant et tout ça. Moi, je sais que j'ai aussi aimé faire ça, mais parce qu'il y avait le volet créativité, hein, quand même, hein, je pense, vraiment. Mais le volet accompagner individuellement, enfin, j'en avais pas forcément conscience pendant le temps, mais en fait, ça me manquait. Ça, j'en avais besoin, en fait, et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à coacher des personnes. Donc, quand j'étais encore salariée à l'époque dans mon entreprise. Et en fait, j'ai senti que ça me donnait de l'énergie, que ça me nourrissait. Et ça m'a permis de prendre conscience que du coup, ça me nourrissait plus ce que je faisais. À l'inverse, ça me prenait beaucoup d'énergie, en fait. Ok. Et si tu devais répondre de façon un peu binaire à cette question qu'on a sous les yeux, là, pour être sûr de ne pas l'oublier, au-dessus de toi, il y a la question écrite en énorme. Faut-il se lancer dans les RH quand on cherche un métier humain? Si tu devais répondre avec ton expérience et ton feeling, tu aurais envie de dire quoi? Je dirais, s'il faut que je fasse une phrase, je dirais... à plus, hein. Non, mais si je dois être synthétique, je dirais oui pour la relation humaine, pour la dimension même pour la dimension relationnelle même, j'ai envie de préciser. Non, si ce qui vous fait vraiment vibrer, c'est vraiment aider, accompagner.
Enfin, en tout cas, il faut creuser. Hein, j'aurais pas en dire non, non, parce que voilà, enfin, j'ai exprimé, j'y suis quand même restée 15 ans et il y a plein de choses qui m'ont nourri par ailleurs. Mais en tout cas, faut se poser la question quand même avant d'y aller, si c'est vraiment ça qui vous motive, de vouloir aider, de vouloir accompagner, ça mérite de, de se poser un peu quand même. Ok, ouais, donc à la limite en allant échanger avec des RH Ouais. pour voir comment ils vivent ça de l'intérieur, faire un stage ou autre, quoi. Oui, complètement. Ouais, interroger des personnes. Et puis après, enfin, ça c'est ce que tu fais très bien, mais voilà, je pense qu'il faut se poser des questions aussi. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime faire? Et voir est-ce que ça, je vais le retrouver dans ce métier-là. Puis bah, après, dans le monde RH, il y a aussi beaucoup de métiers différents. Je pense que ça peut répondre aussi à certaines. Enfin, on passe, je sais pas moi, si je parle de responsable relations sociales et j'ai envie de responsable SIRH, on pourrait se dire ça Ouais, n'a rien à voir, quoi. ouais, justement, si donc, on va dire qu'il y a tout un spectre dans la fonction RH, ça va du, j'imagine, de la relation avec les syndicats en passant par l'accompagnement individuel, de la gestion de carrière, Mm, recrutement, licenciement, enfin bref, j'imagine qu'il y a tout. mm. Dans le spectre que tu connais de cette fonction, quels sont les aspects les plus humains? Tu vois, pour des gens qui peuvent nous écouter et se dire, OK, moi je me dis, ouais, why not quand même, tout ça, ça m'attire pour une transition pro ou pour une orientation. Euh, mais tu vois, quel genre de sous-spécialité donne le plus de latitude, non pas créative, mais d'accompagnement et d'aide, selon toi? Alors, d'abord, avant le poste, je pense qu'il faut réfléchir à l'entreprise dans laquelle on va. Alors ça, je pense que ça vaut pour tous les RH. Hein. Avant d'aller dans une entreprise, Ouais. renseignez-vous vraiment là où vous allez Pour qui parce tu que le bosses, métier. quoi. Mais oui, parce que le métier peut être radicalement opposé en fonction de l'entreprise dans laquelle on est. Donc, si on a envie de travailler vraiment, comme on dit, pour l'humain, ok. Est-ce que c'est la politique de l'entreprise déjà? Ok. Parce que si c'est pas Attends, la politique de j'attrape la l'entreprise, balle au vol. ouais. Comment tu vérifies ça? Comment? Parce que c'est pas si simple d'aller voir. Au fait, vous êtes en mode marche ou crève, ou c'est hyper bienveillant, vous êtes là pour développer vos collaborateurs. Comment tu checks ce truc-là? Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Ça veut dire, l'idéal, c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Quand on peut le faire, c'est quand même le top. Je pense qu'il faut vraiment poser les questions dans le process de recrutement. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander aussi à pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre du service RH. Maintenant, le rapport de force a changé. On peut se permettre de poser ces questions. Je pense que c'est pas. Et puis, dans le process de recrutement, il faut vraiment poser les questions. Qu'est-ce qui a été mis en place concrètement? Qu'est-ce que vous faites? J'en sais rien. Enfin, faut réfléchir. Là, j'ai pas les idées en tête, mais si on se pose 5 minutes, je pense qu'on doit pouvoir trouver des questions qui sont intéressantes, qui vont pouvoir nous donner des Ouais, alertes ou ce serait des. intéressant. On en reparlera peut-être au micro. Moi, j'ai là-dessus, j'ai une petite technique qu'on utilise parfois avec mes clients. Dès qu'on parle d'argent, les gens enlèvent leur masque. Tu vois, en Oui. général, quand tu demandes, Ouais. dès que tu parles argent, pouf, les masques tombent et tout. Donc, toi, ça Mm. peut être, en t'écoutant, je me dis, ça peut être sur les politiques salariales Mais ou j'en sais il y a un rien. Ouais. indice, par exemple, il y a un indice qui est assez. Parce que j'ai fait un post là-dessus il n'y a pas très longtemps et ça a pas mal réagi. Il y a un truc, par exemple, pour moi, c'est un signal fort. Enfin, il faut faire attention, quoi. Pour moi, c'est warning quand il y Ouais. a ça. C'est quand la RH est rattachée à la direction financière, par exemple. Alors, c'est pas. Voilà, il y a des personnes qui vont me donner un contre-exemple. Hein, je dis pas que Bien c'est le sûr. cas à chaque fois, mais quand même, ça veut dire qu'on n'est pas au même niveau déjà que les autres fonctions. Donc, ça veut dire qu'on nous positionne en dessous. Donc, on peut se dire que l'humain, le capital humain dans l'entreprise, c'est peut-être pas la priorité dans la boîte. Ouais, bien sûr. Donc, si vous voulez travailler pour l'humain, là, faut partir, quoi. Enfin, Ouais, faut bien sûr. Et fuir, puis, quoi. j'imagine qu'il faut mettre de la nuance. Tu peux tomber sur un super service financier, hyper engagé, humainement et tout, mais c'est un warning, quoi. Alors, c'est pas le DAF ou la DAF, sa personnalité ou autre, hein, c'est que Ouais, c'est c'est toujours l'organisation du rattaché en tout truc. cas à cette fonction-là. Après, ça pourrait être rattaché à une autre fonction. Hmm. Mais c'est le fait d'être rattaché à une autre fonction. C'est-à-dire qu'on Ok. n'est pas au même niveau que les autres fonctions, en fait. Donc, ça veut dire que déjà, vous n'êtes pas au CODIR. Oui. Déjà, enfin, Oui, voilà. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de siège RH au CODIR, dans le COMEX ou Bah dans le oui. CODIR. Ouais. Donc ça, c'est quand même des indices. Ça, c'est des questions qu'on peut poser déjà. Est-ce que la RH est représentée au CODIR? Enfin, le rattachement, enfin, je sais pas. Ça peut nous donner des indices et puis sur ce qui est aussi concrètement sur les politiques, les choses concrètes qui ont été mises en place
dans l'entreprise dans laquelle vous voulez aller travailler, quoi. Là, je t'ai un peu coupé au vol. Tu étais en train de partager que première étape, savoir pour qui on va travailler, dans quelle structure, quelle est la culture. Et la question à la base, c'était, au fond, y a-t-il des fonctions RH plus humaines que d'autres, ou en tout cas avec plus d'aide et d'accompagnement que d'autres? Tu as un avis là-dessus? Alors, je trouve que c'est aussi fonction aussi de la taille de l'entreprise, parce qu'après, on a tous les métiers, on va dire, le métier plutôt généraliste, comme le poste de responsable RH, où on va être très en direct avec les managers, les collaborateurs. C'est une fonction très opérationnelle, on va dire. On va pas forcément avoir le temps, par exemple, de mettre en place des choses, parce que c'est, pour le coup, RH, je pense que c'est peut-être le job le plus difficile, parce qu'on fait tout, quoi. Ouais, donc tu es On va tout faire le du temps en recrutement, on rush. va faire du disciplinaire, on va faire de la formation. Enfin, donc du coup, voilà, l'administratif, j'en parle pas. Donc le temps pour accompagner individuellement vraiment les gens, c'est compliqué. C'est plutôt, c'est un peu compliqué, quoi. Après, bien sûr, plus on va vers les fonctions développement RH, c'est ce que j'ai fait, plus on va pouvoir être plus sur des missions, on va dire, d'accompagnement des collaborateurs. Et puis après, il y a le niveau aussi hiérarchique. Hein. C'est sûr que plus on évolue aussi, plus on a d'autonomie, de latitude, et on peut gérer et mettre en place des choses. Voilà. Dans ce que tu dis, j'entends encore un peu de façon indirecte, quoi. Tu crées une politique qui fait que ça va améliorer, Oui. C'est de façon un peu macro, quoi. Macro, et tu peux créer des choses où tu vas accompagner les personnes en individuel. Ça te laisse une certaine liberté. C'est possible. Voilà. Ouais. Mais ça soulève une autre question. Je ne sais pas si tu auras une réponse à cette question, mais je te le partage un peu un ressenti. J'ai l'impression qu'en matière de RH, on est obligé de choisir un camp. La première chose que j'ai fait moi, quand j'ai décidé de partir vers le coaching, puis à terme la thérapie, c'est que j'ai eu peur de ne pas gagner ma vie. Et donc, j'ai cofondé une boîte de conseils RH. Parce que je sais qu'il y a plus de moyens dans les RH que chez les particuliers. J'ai tellement la trouille de ne pas gagner ma vie que j'ai fait cette erreur-là de me tromper, entre guillemets, de marché, parce que c'était pas ça qui m'attirait le plus. Et je te dis ça parce que très vite, j'ai eu le sentiment qu'on travaillait pour les intérêts de l'entreprise, et c'est complètement normal, c'était l'entreprise qui payait. Et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de juste milieu. Il y a l'intérêt commun, mais j'ai l'impression que l'intérêt, au fond, ce sont des intérêts parallèles, pas contradictoires, mais parallèles, celui de l'entreprise, celui de l'individu. Et c'est pas pour autant qu'ils sont en collision, mais parfois oui, parfois non. En tout cas, ils sont parallèles, ils sont incomparables, entre guillemets. J'ai un peu de mal à exprimer mon idée là, mais l'idée, c'est quand même de dire, est-ce que toi aussi, tu as ce ressenti que quand on se positionne sur des boulots RH ou d'accompagnement, il y a à un moment ou à un autre un peu besoin de choisir son camp? Est-ce que c'est juste un ressenti personnel, ou est-ce que tu partages cette impression? Alors moi, je vais donner mon avis, hein, parce que pour le coup, c'était pas l'avis de tout le monde. Mais pour moi, justement, si on doit avoir un rôle dans l'entreprise, RH, c'est de faire converger les deux. Hein. Le bien-être des collaborateurs va jouer sur leur performance, sur leur engagement, sur leur fidélité. Dieu sait qu'en ce moment, il y a des problèmes pour garder les collaborateurs, pour recruter les collaborateurs. Donc, au contraire, en fait, normalement, mieux on fait notre job, plus la performance de l'entreprise sera importante. Pour moi, c'est pas, ça s'oppose pas. Et après, c'est à nous, RH, de s'affirmer dans ce positionnement-là. Par contre, ça, c'est hyper important pour moi. Et c'est pas, je travaille pour, entre guillemets, pour la performance, et du coup, ça veut dire que j'abandonne les salariés. Moi, pour moi, c'est au contraire, c'est les deux. Ouais, ce que tu dis, je trouve que ça répond pas mal à la question. Je l'avais pas vu sous cet angle, mais avec ce que tu dis, je vois la fonction RH comme un trait d'union entre des individualités et une boîte corporate, entre guillemets, des enjeux corporate, et que soit tu es à l'aise avec ce rôle de trait d'union, où tu vas pas pouvoir aller très loin dans l'accompagnement individuel, ni très loin dans la stratégie de la boîte haute, parce que c'est pas ta fonction, et dans ce cas-là, ça ira ok, ce sera ok, parce que ce que tu veux, c'est bien faire ce rôle d'élastique entre les deux, ou je sais pas comment le nommer. Soit tu es à l'aise avec ça, soit tu veux vraiment aller à fond sur l'humain ou à fond sur la stratégie de la boîte ou je ne sais quoi, auquel cas tu peux être un peu déçu par cette fonction entre deux. Ça tient la route si je l'amène comme ça? En tout cas, c'est ce que je comprends. C'est à peu près ça. Après, il faut prendre en compte d'autres paramètres. Je reviens sur
c'est pour ça que c'est hyper important le lieu, enfin l'entreprise dans laquelle on travaille, les relations aussi qu'on a avec la direction. Il faut prendre en compte aussi les moyens qu'on nous donne, aussi, quand même. Ça peut être un vrai sujet, et puis la politique de l'entreprise. Et voilà, et je répète encore le soutien, la relation qu'il peut y avoir entre la direction, et on a le droit de pas être toujours, on n'est pas toujours d'accord, ça c'est ok, mais qu'il y a un respect mutuel et qu'on travaille ensemble, qu'il y a un partenariat. Sinon, on pourra avoir toutes les meilleures idées du monde et l'envie, on pourra rien faire en fait. Donc, derrière, il faut partir, quoi. Ouais, non, mais là, on oppose un peu l'idée du progrès à celle d'une direction qui pourrait être poussive là-dessus ou pas désireuse d'avancer dans le bon sens. Mais on parle pas non plus dans l'autre sens de collaborateurs aussi qui peuvent, j'imagine, ne pas jouer le jeu ou ne pas avoir envie ou avoir une forme de cynisme. Moi, j'en parle parfois un peu au micro de trouver ça va. Je trouve qu'on a beau jeu de critiquer la direction, la gouvernance et tout, et qu'on oublie que je trouve qu'assez souvent, c'est aussi à l'échelle de nous, hein, les salariés, hein, où on n'est pas franc jeu, entre guillemets. On dit, bah attends, j'attends le dernier jour pour parler de mon congé mat, ou je vais d'abord faire ça, je valide ma période d'essai, et derrière, je la ferai un peu à l'envers de la boîte, mais c'est normal. Tu vois, je trouve qu'on oublie de parler aussi un peu du fait qu'on n'est pas réglo en tant que collaborateur bien souvent. C'est mon avis. Oh là là, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Alors moi, je suis assez convaincue qu'on récolte ce qu'on sème. La confiance, ça doit être le moteur dans l'entreprise. Donc, à un moment donné, un collaborateur qui est malveillant, parce que là, c'est de la malveillance un peu, on peut appeler ça. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais qui est pas franc jeu, tu vois. Ouais, bah oui, oui. Qui va pas être honnête ou autre. C'est peut-être que la personne se sent pas en confiance. Souvent, c'est le cas. Souvent, c'est ça aussi le problème. Hein, mais de toute façon, là, l'idée, c'est pas de dire les salariés sont gentils ou sont pas gentils. Et, la direction, non. Et comme tu l'as dit, il y a des règles du jeu. À chacun de les appliquer, à chacun d'être responsable aussi. Donc autant la direction que les collaborateurs. Et ça veut pas dire qu'à un moment donné, on doit pas prendre des décisions comme licencier, envisager des sanctions disciplinaires, etc. Quand c'est clair, pour moi, c'est pas très compliqué. Ok. Bon, ça répond pour moi à notre question d'aujourd'hui. Hein. Faut-il se lancer dans les RH quand on cherche un métier humain? Ce que je comprends de ta réponse, c'est oui, si c'est pour améliorer une politique RH ou de gestion des effectifs d'une boîte ou d'humaniser une boîte ou autre. Non, si c'est d'accompagner et d'aider, quoi. Vraiment au stricto sensu, d'aller dans la relation avec une forme d'intimité, de relation one-to-one, etc. Quoi. Je suis sûr qu'il y a plein d'RH qui vont dire « Ah là, mais il n'a rien compris celui-là ». Mais c'est un peu ce que j'ai envie de conclure de façon basique. Oui, bah après, à chacun de donner aussi son avis sur la question. Il y a peut-être des expériences qui pourraient justement être intéressantes. Mais c'est vrai qu'en tout cas, oui, je pense que c'est à peu près ça, si on doit synthétiser les choses. Ouais. Comme on est sur LinkedIn, il y a toujours moyen de commenter pour les personnes qui écouteront en replay ce live sur LinkedIn et qui pourront partager un regard complémentaire. Il y a peut-être un dernier point que je voulais soulever et avoir ton avis là-dessus. Moi, c'est quand j'ai voulu me lancer dans l'accompagnement, j'ai pas osé me lancer sur ce qui paye pas, c'est-à-dire des personnes, des particuliers, et c'est plus difficile de justifier un accompagnement, poser 2000 € pour un accompagnement, on le fait que quand on va très mal, etc. Et donc, ça m'a envoyé vers du B2B. J'ai aussi un peu dans un coin de ma tête l'image que la RH peut être une façon, un moindre mal, entre guillemets, de se dire, OK, ça peut être un demi-choix. Un peu, j'ai un avis, je suis sûr que je vais me faire détester dans cet épisode par pas mal de monde, mais j'ai un peu la même image sur la RSE. Je bosserais bien en asso, mais ça paye pas. Je vais faire de la RSE. Ouais. Et je ferais bien de l'humain, mais ça paye pas. Je vais faire de la RH. T'as un avis là-dessus, toi? Là, je sais pas. De se dire, je vais... En fait, je pense que c'est toujours pareil. Je crois qu'il ne faut pas prendre ces décisions dans la peur. C'est-à-dire que si je vais travailler dans les ressources humaines parce que j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent, dans ce domaine-là, par exemple, je pense que la décision, elle n'est pas bonne. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Après, je ne peux pas mettre à la place de chaque personne, mais je dirais, voilà, en tout cas, ne prenez pas une décision juste en écoutant une peur. Il faut creuser. Est-ce que vous ne pouvez pas justement accompagner, aider en gagnant quand même de l'argent? Je pense que c'est possible. Tu le prouves par ton boulot. Merci de cet éclairage.
En effet, c'est pas pareil d'y aller par intérêt que d'y aller parce qu'en fait, on sait ce qu'on voudrait faire, mais on n'ose pas. Et du coup, le backup, entre guillemets, ça. On risque fort d'être déçu, j'imagine, sans connaître le métier. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je le dis en toute transparence. Hein. C'est que je voulais vraiment accompagner. Et je me suis retrouvé à diagnostiquer des problèmes RH. Ça n'a rien à voir, en fait. Non, mais oui, la peur, c'est une mauvaise conseillère, en fait, la peur. Vraiment. Bah là, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter, mais faut écouter ce qu'il y a derrière. Hein. Mais il ne faut pas suivre que la peur. Sinon. Ouais, bah tu vois, c'est marrant que tu parles de ça parce que en ce moment, il y a beaucoup d'invités au micro de Trouver sa voix et c'est super. Et du coup, j'ai moins le temps de faire mon blabla habituel avec des éléments de méthodo. Et donc, je me suis dit que j'allais rajouter des épisodes quand j'ai envie de raconter un truc et qu'il y a déjà une interview qui est prévue. Et bah justement, je sais pas quand, il y aura un épisode bonus sur la peur parce que c'est un sujet hyper intéressant, je trouve. Et j'aimerais bien qu'on en parle. Et donc, c'est marrant que tu le dises parce que c'est prévu entre maintenant et dans une dizaine de jours. Parce que c'est une mauvaise conseillère et à la fois, je trouve que ça mérite d'en parler en profondeur parce que c'est aussi une sacrée boussole, je trouve, la peur. Hein. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut l'écouter quand même, il faut écouter ce qu'il y a derrière. Mais ça ne doit pas nous empêcher parfois parce que ça peut nous empêcher vraiment de prendre des bonnes décisions pour nous, en fait. Ouais. Est-ce que tu as un avis sur l'évolution de la fonction? Le but n'est pas de faire un observatoire des RH, mais comme ça, un peu avec ton gut feeling, et notamment le fait de côtoyer en fait des RH tout le temps, qui se posent des questions sur leur fonction. Est-ce que tu as un feeling sur ce qui se trame au fond dans ce métier, les évolutions possibles Alors, je vais donner mon propre regard et qui est assez impacté par mon optimisme, je pense. Il y a un biais. Oui, un gros biais, ouais. Mais en fait, là, on voit bien, il y a l'intelligence artificielle. Tout le monde a peur de perdre son travail, etc. Donc, les ressources humaines, c'est aussi le cas. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Justement parce que on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de RH passent énormément de temps à faire des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Enfin voilà, tout ce qui est administratif, c'est énorme. La part administrative est énorme. Et de pouvoir se délester de toutes ces tâches-là et pouvoir se concentrer justement un peu plus sur l'humain, donc on revient au sujet, je pense que ça serait une bonne chose. Donc non, moi je pense que ça va évoluer, bien sûr que les missions, mais pas que les RH d'ailleurs, que les métiers vont beaucoup évoluer. Mais moi je pense que c'est plutôt positif. On va plus rechercher justement la créativité des personnes en fait. Et on va pas avoir besoin de quelqu'un qui va juste exécuter une tâche. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir finalement des RH qui vont devenir de plus en plus créatifs, qui vont créer de plus en plus de choses et qui vont avoir du coup des métiers encore plus intéressants. Ouais, la part humaine va prendre de plus en plus de place, quoi. Ouais, je pense. C'est marrant, en t'écoutant, j'ai l'impression de voir des cycles. Au début, dans les années 70, j'imagine, ou un truc comme ça, quand la fonction est apparue, j'imagine qu'elle c'était beaucoup de ça. Et je sais pas, j'y connais rien, mais j'ai l'impression qu'au début, c'était ça. Et qu'après, le droit social est devenu un tel bordel, pardon du mot, que c'est devenu de juste réussir à faire rentrer des ronds dans des carrés, quoi. Et que là, c'est en train de se resimplifier et que ça va relaisser la part belle à des nouvelles choses. C'est peut-être complètement à côté de la plaque, cette vision des choses. Mais en tout cas, le moment où j'ai dû gérer des problématiques sociales dans une boîte, c'était tellement complexe que même les experts, au fond, on disait « je sais pas tout ». Et donc, j'ai l'impression que c'est tellement complexifié que ça enlève la place, au fond, à des sujets plus simples et plus humains que typiquement créer de façon créative des nouvelles façons d'améliorer l'humain dans une boîte ou autre. Enfin bref, je vais dans ton sens, mais merci de ton avis. Donc tu veux brûler le code du travail en fait. Non, je trouve juste que les choses se sont complexifiées énormément. Ouais. Et pour le bien-être de tout le monde, mais que c'est devenu un tel bazar que c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui il y a tellement d'exécutions dans les fonctions RH. Parce que, en tout cas, rien que pour comprendre le truc et pour l'exécuter proprement sans faire de faute, j'imagine que c'est juste compliqué, quoi. Alors, moi, je pense, alors ça c'est mon avis aussi, mais je pense aussi que, encore une fois, la peur est un ennemi redoutable. C'est-à-dire que parfois aussi, on s'ajoute des choses, enfin des process, voilà, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que
Et franchement, il y a des choses il y a souvent des choses qui peuvent être simplifiées et souvent le risque est très faible par rapport à tout l'impact négatif qu'on va mettre en place. Et parfois, c'est bien de prendre des risques, je pense. Ok, ouais, Dans certaines situations, hein, voilà. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut rien, il faut pas respecter, etc. Mais parfois, je pense qu'il faut réfléchir, quoi. Voilà. Et c'est ça que je trouve intéressant justement avec l'évolution de tous les métiers aussi, notamment, c'est qu'à un moment donné, on va nous demander de plus en plus de réfléchir, d'être créatif et pas être dans il y a cette règle-là, il faut absolument l'appliquer. C'est plutôt, OK, c'est quoi cette règle? Qu'est-ce qui se passe si on la respecte pas? Quelle est la probabilité qu'on la respecte pas? Est-ce que derrière, pour l'entreprise, justement, les collaborateurs, où est voilà. Il faut réfléchir, en fait. Et je pense qu'on peut des fois s'alléger de pas mal de choses. Super, merci. Peut-être juste pour conclure, quel conseil tu donnerais à une personne qui est déjà aujourd'hui dans ces sphères-là, dans ces fonctions RH, qui se dit, voilà, un peu comme tu l'as vécu, je commence à perdre un peu le sens de ce que je fais, et qui voudrait remettre de l'humain là-dedans sans prendre de risques. J'ai directement en tête, pourquoi pas une double vie, tu vois, avec une double activité, mais je sais pas, est-ce que tu aurais des conseils, des choses possibles à mettre en place, en fait, pour humaniser un peu le truc, en fait, quand on est attiré par ça, par aider, accompagner, et qu'on se heurte un peu à la frustration de ce que tu as dit en intro, quoi, de la fonction qui n'est pas que ça. Mes questions sont compliquées aujourd'hui. Non, ça va. Mais en fait, je peux pas te donner une réponse comme ça qui puisse aider tout le monde. Je dirais que la première chose, c'est déjà d'apprendre à se connaître. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Hein, c'est déjà parce que, par exemple, accompagner, aider, ça veut dire plein de choses et ça peut être très différent selon les personnes. Mais en tout cas, ça ne veut pas forcément dire changer de boulot. C'est pas forcément tout de suite partir sur une reconversion. Peut-être, hein, mais pas forcément. Et du coup, ça peut être déjà, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, par exemple, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Est-ce que c'est pas ça le frein aussi? J'en sais rien. Enfin, je peux pas. C'est votre job aussi, le poste que vous occupez. Est-ce que vous pouvez pas trouver un autre job RH qui vous conviendrait mieux? Et puis après, oui, peut-être qu'il faut envisager autre chose. Et ça peut être aussi le format. Hein. Il y a aussi de plus en plus d'RH qui se lancent à leur compte. Alors après, ça convient pas à tout le monde, hein, on est d'accord. Ils ont plusieurs clients, du coup? Un RH freelance Oui, va avoir ouais, plusieurs voilà. clients? Okay. Ouais, ils travaillent pour plusieurs des petites entreprises qui n'ont pas encore assez de collaborateurs, par exemple, pour avoir un service RH, et du coup, qui vont travailler comme ça pour plusieurs entreprises. Donc, j'ai envie de dire que tout est possible. Il faut s'écouter déjà. Il faut s'écouter. Il faut essayer de réfléchir à ce qui nous fait vibrer. Et les peurs, il faut les noter. On les écrit, les peurs, ok. Parce qu'il y a des peurs qui viennent, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cette peur-là? Et est-ce que je peux pas essayer de répondre à cette peur, mais suivre quand même un peu mon intuition? Merci Julie. Je te propose que ce soit le mot de la fin parce qu'on a encore dépassé notre demi-heure théorique comme d'hab. Okay. Merci infiniment d'être venu partager ton expérience. Merci à toi, c'était super intéressant. Et je te souhaite beaucoup de succès dans tes accompagnements. Merci. Et puis voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, rendez-vous. Alors, il y a un programme un peu chargé pour la semaine prochaine parce qu'on aura déjà 2 épisodes prévus. Je vous en dis pas plus, c'est une petite surprise. Plus le petit bonus sur la peur, je sais pas trop quand on va caler tout ça, mais ça n'a jamais été aussi prolifique, donc voilà. Allez, à la prochaine. Au revoir.